€22 milliards contre l'exclusion. Le projet de loi du gouvernement vise à cumuler RMI et premier salaire, limitation des expulsions de logements et lutte contre le surendettement. Le procès de Maurice Papon une nouvelle fois interrompu. L'ancien ministre a regagné Paris où sa femme est décédée la nuit dernière. Les audiences reprendront lundi prochain. Régional, en attendant d'éventuelles démissions de présidents de conseils régionaux UDF élus avec les voix du Front National, le mouvement se déchire. François Bayrou veut créer un nouveau parti. Le palmarès des meilleurs lycées français, 2234 établissements passés au peigne fin par le magazine Le Nouvel Observateur, en participation avec France 2. C'est notre enquête de ce soir. L'événement ce soir sur France 2, Allemagne-Brésil, les deux favoris de la Coupe du Monde 1998. Au Brésil, le football n'est pas seulement un sport, il sert également à réinsérer les jeunes en difficulté. Madame, Monsieur, bonsoir. Le gouvernement a présenté ce matin un projet de loi très attendu pour lutter contre l'exclusion. Il sera discuté dès le mois de mai et concerne directement 3 millions de Français, indirectement 6 millions avec leurs familles. Il en coûtera 22 milliards à l'État d'ici l'an 2000. Ce projet s'attache essentiellement à résoudre les problèmes de l'emploi, du surendettement et du logement. Pour ce qui concerne l'emploi d'abord, le point essentiel consiste à encourager le travail aux dépens de l'assistanat. Ainsi, toute personne qui aura trouvé un travail à temps partiel pourra désormais cumuler pendant 1 an, de manière dégressive, RMI, allocations diverses et son nouveau salaire. Laurent Bailly, Daniel Lévy. Bonjour Madame le Maire. Claire est RMiste, mais elle travaille quand même en moyenne 18 heures par semaine comme réceptionniste dans cet hôtel de Rouen. Site hôtel de Lisieux, bonjour. Elle gagne ici un peu plus de 2000 francs par mois, une somme qui est automatiquement déduite de son RMI car le système actuel interdit d'additionner le revenu minimum d'insertion avec un revenu salarié. Claire ne gagne donc rien de plus avec cet emploi. Ça reviendrait au même si je ne travaillais pas. Mais je préfère travailler parce que je garde un pied dans l'entreprise et pour moi, étant jeune, c'est important de connaître les rouages de l'entreprise. Et puis, mine de rien, quand on travaille, on cotise pour sa retraite. Son temps libre, Claire le consacre à la recherche d'un travail mieux payé et moins précaire. Elle fréquente notamment cette association d'insertion où elle peut consulter des offres d'emploi. Ici, il n'est pas rare que, à l'inverse de Claire, des chômeurs refusent des petits boulots à temps partiel parce qu'ils n'ont, disent-ils, rien à y gagner. Touchant 2500 francs par mois, si cette mission ne leur rapporte que 600 francs chaque mois, c'est un problème. Il faut revoir l'assistante sociale, il faut déclarer ça. Ils vont donc toucher un peu moins de RMI et donc bon, finalement ils préfèrent rester avec la somme qu'ils ont chaque mois, tranquille. Des RMistes démotivés à cause d'un système trop rigide, Claire, elle, a son opinion sur la question. L'idéal, ce serait que le RMI puisse venir en complément du salaire, mais que donc à la fin, on touche le salaire plus le RMI dans sa globalité. Ça ferait combien dans votre cas? Ça ferait le double de ce que j'ai actuellement, ça avoisinerait les 5000 francs. Un espoir bientôt réalisé, la réforme envisagée permettra ainsi d'éviter des montants de RMI aussi dérisoires que celui-ci, 157 francs, au moins pendant quelques mois. Le projet prévoit également un programme particulier d'insertion de 18 mois pour les jeunes les plus défavorisés. Ils sont environ 60 000 en France. Il s'agit de leur permettre d'acquérir des connaissances de base et une qualification professionnelle. Le président de la République a insisté ce matin sur un point. Il estime que les aides publiques ne doivent pas désavantager ceux qui travaillent. Deuxième point de ce projet de loi, le problème des personnes et des ménages surendettés. Les commissions spécialisées pourront désormais étaler le règlement des dettes sur 8 ans au lieu de 5 et un moratoire de 3 ans pourra même être déclaré avant un éventuel effacement des dettes, chaque cas devant faire l'objet d'une étude particulière. Reportage Elisabeth Esley. À 2 pas de Lille, les deux Mulliers ont fait construire leur maison il y a 9 ans. À ce moment-là, ils ne vivaient pas dans l'opulence, mais avec un salaire et les allocations familiales pour 3 enfants, ils pouvaient rembourser leur crédit sans problème. Maman, vous pourrez vous lancer dans des entreprises plus intéressantes à condition de cultiver la patience. Personne n'avait prévu les frais supplémentaires pour finir la maison, ni le chômage partiel d'Eugène, ouvrier dans l'automobile. On perdait une journée par semaine, après c'était 2 jours par mois, après c'était 3 jours, 4 jours par mois. J'ai perdu facilement 2000 francs, c'est mon salaire mensuel. En 90,
ils ne peuvent plus faire face. Une fois les dettes remboursées, il ne leur reste que 1200 francs pour vivre à 5. Ils font appel à la commission de surendettement de Lille. Elle se réunit chaque semaine, ici, sous les lambris du grand salon de la Banque de France. 40 dossiers sont examinés ce matin. Le Nord-Pas-de-Calais est la région la plus touchée par le surendettement. Il y a là un phénomène qui s'est installé au sein de la société française et qui concerne de plus en plus ce qu'on peut appeler les accidentés de la vie, c'est-à-dire les particuliers, les ménages qui sont frappés soit par la perte de l'emploi, le chômage, soit par le divorce. S'il n'y avait pas eu ces recours, qu'est-ce que vous auriez fait? On perdait tout. Perdait tout. La maison, Tout. On perdait tout. c'est parce que leurs plus grosses dettes ont été reportées que les Demullier ont pu garder leur maison. C'est aussi grâce à leur fille aînée. Elle est étudiante, mais travaille pendant toutes ses vacances pour aider sa famille. On vit, on est là, on essaye d'être content, d'être joyeux. Et bon, même si on a plein de problèmes, on essaye quand même de un peu les oublier. Et quand on est une famille, c'est ce qui est le plus important. Et après, Ils en sont tous convaincus, se battre ensemble, c'est encore la meilleure façon de résister à l'exclusion. Troisième point, le logement encore. Si le projet de loi est adopté, les expulsions de locataires qui ne peuvent pas payer leur loyer seront interdites tant que le relogement ne sera pas assuré. Par ailleurs, toute coupure d'eau ou d'électricité seront interdites dans les cas les plus difficiles. On estime à environ 110 000 le nombre d'expulsions demandées en France chaque année. Enfin, le volet santé du plan contre l'exclusion ne sera examiné qu'en 1999. Il prévoit l'institution d'une couverture maladie universelle. Le procès de Maurice Papon, une nouvelle fois suspendu, l'ancien ministre ayant appris la nuit dernière la mort de sa femme, disparue à l'âge de 88 ans. Le président du tribunal a accepté que les plaidoiries ne reprennent que lundi prochain. Dominique Verdeillan, Patrick Deschmecker. Alerté vers 2 h du matin du décès de son épouse, Maurice Papon a quitté Bordeaux en voiture pour regagner sa maison de Gretz-Armainvilliers dans la région parisienne. Au même moment, stoïque, quelques Bordelais attendent pour une audience qui n'aura pas lieu. En guise d'avis de décès, une simple affichette annonce le report du procès. Le visage fermé, Jean-Marc Varro se refuse à tout commentaire. La pudeur de Maurice Papon doit être la nôtre, seront ses seuls mots à l'audience. Vous connaissez sa résolution, son caractère, mais dans le malheur qui est le sien, il entend assumer toutes ses responsabilités. Il sera donc présent à l'audience de lundi. Du côté des victimes, personne ne songe à s'offusquer de ce nouveau report, de ce nouveau contretemps. Un cas de force majeure et un signe du destin. Victimes et accusés vivent des douleurs similaires et aujourd'hui, chacun pense à ses morts. Nous, on a fait face, malheureusement, dans des conditions difficiles où nos grands-parents n'ont pas eu de sépulture. Donc, on est triste depuis longtemps et aujourd'hui, ça rajoute un peu plus. Un décès qui intervient à quelques jours du verdict. Ce drame, ce deuil de l'accusé peuvent-ils rendre plus clément, doux jurés? Les parties civiles ne veulent pas y croire. Les jurés ont déjà leur idée et ça m'inquiète pas. Bon, c'est un incident supplémentaire à ce procès. Et je pense que pour le verdict, il n'y a pas du tout à s'inquiéter. Ma volonté prime sur mon état physique, a souvent répété au cours de son procès Maurice Papon. Ce soir, il reste à Bordeaux une inconnue. Sa capacité à réagir à un tel choc. La suite du procès et un verdict attendu par les victimes en dépendent. Suite des élections aux présidences des conseils régionaux, l'UDF continue de se déchirer, même si aujourd'hui, finalement, Alain Madelin, après François Léotard et François Bayrou, a finalement demandé aux 5 présidents UDF, élus grâce aux voix du Front National, de démissionner car ils sont, dit-il, dans l'impossibilité de gérer leur région. Pour l'heure, même si certains d'entre eux réfléchissent, aucun n'a annoncé effectivement cette démission. Enfin ce soir, c'est François Bayrou qui annonce lui-même son intention de créer un nouveau parti pour remplacer l'UDF. Jeff Wittenberg, Françoise David. Ce matin, ce qui comptait encore, en tout cas pour Alain Madelin, c'était la survie de l'UDF. C'est pourquoi son propre parti, Démocratie Libérale, qui en est une des composantes, est rentré dans le rang. Il y avait une consigne Léotard, les présidents de région élus grâce au FN doivent démissionner. Il y aura une sensibilité Madelin, il faut y mettre l'effort. J'ai mal au cœur quand je vois ces pancartes sur vos écrans de télévision. Millon égale Papon. Non, Millon n'est pas Papon. Millon est un homme d'honneur qui ne pourra pas gouverner sa région et qui doit en tirer les conséquences. Charles Millon, justement, doit en principe rencontrer Valéry Giscard d'Estaing demain pour prendre conseil auprès de l'ancien chef de l'État.
Mais que faire avec les présidents de région qui annoncent clairement la couleur? Exemple, Jacques Blanc. Il est venu ce matin à la Réunion, lui-même élu avec la pointe de l'extrême droite. Il racontait à l'heure du déjeuner qu'il avait poliment écouté Alain Madelin. Il est obligé, parce qu'il y a eu un communiqué du bureau politique de l'UDF, de demander la démission qu'il n'aura pas. Des consignes non appliquées, une confusion qui se généralise à l'UDF. Pour les centristes, le moment est apparemment propice. François Bayrou propose ce soir rien moins que la création d'un nouveau parti. Notre conviction est qu'il faut maintenant construire, issu de l'UDF, un rassemblement politique nouveau, où se retrouveront les démocrates, les républicains, les libéraux, s'engageant à refuser tout accommodement avec l'extrémisme. Certains parlent déjà de la mort de l'UDF. Ce soir, une chose est sûre, le parti fondé par VGE il y a 20 ans n'a jamais été si mal en point. Et face à ce charivari, François Letard, qui est toujours président de l'UDF, annonce à l'instant qu'il va réunir au plus tôt les instances dirigeantes de son mouvement. Laurent Fabius, le président de l'Assemblée nationale, est intervenu cet après-midi dans ce débat pour dire qu'un nœud coulant a été passé par le Front National et qu'il enserre le cou de la République. Dans cet article publié par Le Monde, Laurent Fabius conclut « Il faut le couper ». L'ancien président Giscard d'Estaing propose une réforme du mode de scrutin régional sur le mode des élections municipales qui donne la majorité à la liste arrivée en tête. Enfin, le président du RPR, Philippe Séguin, s'adressait lui ce soir aux jeunes du RPR. Il estime que le mouvement gaulliste, finalement, est sorti de cette épreuve la tête haute. Véronique Saint-Olive, Pierre-Emmanuel Luneau. Chirac et Séguin sont totalement sur la même ligne. Je crois que la conduite du RPR a été exemplaire pendant les élections régionales. J'attends que M. Séguin garde la ligne qu'il a gardée aujourd'hui, surtout pas d'alliance avec le FN, qu'on réaffirme les idées du gaullisme et qu'on montre qu'on peut aimer la France sans forcément tomber dans le racisme et dans la xénophobie. Au terme d'une semaine folle, ils ont voulu se retrouver, discuter, mais surtout entendre parler de l'avenir. Ces jeunes du RPR, tous fiers de l'intransigeance adoptée à l'égard du Front National par leur chef de file. Pour Philippe Séguin, l'occasion rêvée, au sorti d'une crise, de rappeler que dans la confusion, le RPR a su, malgré les tensions, tenir la ligne, réaffirmer ses valeurs et afficher son identité. Ils se sont dit que oui, décidément, il y avait bien place entre l'extrême droite et la gauche plurielle pour une force politique qui ne pactise ni avec l'une ni avec l'autre. Il faut aller porter nos idées, les mettre à l'épreuve sur le terrain, dans les circonscriptions, dans les villes, dans les cités, dans les quartiers, sur les marchés. La feuille de route est délivrée, il reste maintenant au RPR à expliquer et défendre un véritable projet. Sa crédibilité est à ce prix. Et puis manifestation ce soir à Orléans devant le siège du Conseil régional présidé depuis la semaine dernière par l'UDF Bernard Arran, élu grâce aux voix du Front National, contre l'avis du chef de file régional RPR-UDF. Olivier Caroff, Grégor Orsina. Partis, syndicats, associations, c'est toute la gauche qui avait appelé à manifester contre les accords entre la droite et le Front National. Mais les élus de la gauche plurielle savaient qu'aujourd'hui ils pourraient compter sur un renfort plus que symbolique. Cet homme est conseiller régional UDF. Ce qu'il demande, la démission du président du conseil régional, lui aussi UDF. Il avait une occasion formidable de partir avec encore un tout petit peu d'honneur. C'était de partir après l'appel du président de la République. Donc il est obligé de partir maintenant sous la pression de la rue. Tant pis pour lui. Droite et gauche ensemble donc, en tête de cortège. Mais pas question de parler de front républicain, simplement de valeurs communes. Entre les personnes de droite qui refusent toute alliance avec le Front National et la gauche, il y a toujours la différence sur un certain nombre de valeurs. Mais en même temps, nous refusons ensemble le fascisme. Principale cible, Bernard Arran, le président du conseil régional. Non seulement il a été élu grâce aux voix du FN, mais il est prêt à gérer avec eux la région. Et c'est cette décision qui provoque la colère de la plupart des manifestants. C'est même franchement une manif contre les tricheurs et contre la manipulation et contre eh bien, ce que le pouvoir politique ne devrait pas être, c'est-à-dire un jeu, parce que ce n'est pas un jeu. Une mobilisation qui prouve que la messe est loin d'être dite pour ceux qui veulent faire barrage au Front National.
Le fait est acquis depuis plusieurs mois, mais la date qui restera dans les livres d'histoire sera celle du 25 mars 1998. À ce jour, 11 pays de l'Union européenne ont officiellement obtenu le droit de participer au lancement de la nouvelle monnaie européenne, l'euro, qui sera en place au 1er janvier 1999. Bruxelles, Yannick Letranchant. Les pays qualifiés pour l'euro, un secret de polichinelle pour la presse impatiente et les autres. Un secret pourtant bien gardé, l'idée est de diffuser l'information, les chiffres, les courbes, les diagrammes au même moment à tout le monde dans le monde entier. 11 pays sur 15 sélectionnés par la Commission européenne. C'est désormais officiel, c'est écrit noir sur blanc, 11 pays remplissent les critères de Maastricht. La France, l'Allemagne, l'Autriche, la Finlande, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Irlande, l'Espagne et le Portugal. La Belgique et l'Italie, 2 pays pourtant très endettés, entrent dans le club. La Commission récompense ainsi leurs efforts. L'euro est sur les rails, satisfaction générale, d'Helsinki à Rome, en passant par Paris. C'est un succès pour les Français. C'est une réussite que les Français doivent à leur courage, à leur détermination. L'euro se fera en l'absence de 4 pays de l'Union le 1er janvier prochain. La Grande-Bretagne et le Danemark ne veulent pas y participer, pas maintenant. La Suède n'est pas tout à fait prête et la Grèce est loin de respecter tous les critères. J-281 pour l'euro. La mise en œuvre de la monnaie unique semble désormais irréversible. 41 ans jour pour jour après la signature du traité de Rome, l'acte fondateur de l'Europe. Imposer l'euro à plus de 300 millions d'Européens a été une affaire de longue haleine qui suscite encore bien des passions et des oppositions. Dans ces derniers mois, un homme s'est battu comme un beau diable pour empêcher que l'affaire ne capote au dernier moment ou ne soit repoussée. C'est un Français, Yves Thibault de Silguy, commissaire européen, chargé justement du lancement de la monnaie unique. Jean-Paul Chapelle, Nathalie Gallet. La pomme est un fruit universel. Je crois que quand je mange une pomme, demain l'euro sera comme la pomme. Au reste du monde, vous verrez, ce sera une monnaie universelle. Même à l'heure du goûter, il ne pense qu'à ça. Depuis 3 ans, Yves Thibault de Silguy est le défenseur acharné de la monnaie unique. Le bon élève de la commission de Bruxelles arrive toujours le premier à la grand-messe du mercredi. Ici, au cœur de la puissante administration, le président apprécie son obstination. Sur le plan humain, sa principale qualité, à votre avis? Et c'est sa ténacité, je crois, elle n'est pas pour rien breton. Pour sa Bretagne, il aurait aimé se présenter aux élections régionales. Plus fort que tout, l'avènement de l'euro le retient à Bruxelles, où seules quelques anciennes médailles témoignent de son engagement politique. Ça, c'est des médailles qui datent de mon passage à Matignon, quand j'étais chez M. Chirac ou chez M. Balladur. Son unique programme aujourd'hui, l'union monétaire. 11 pays sont pressentis. Le commissaire vérifie que les critères économiques de ces pays convergent réellement et peaufine son message. Ce qui est bon pour l'euro est bon pour l'emploi. Alors ça, c'est un tableau très intéressant qui montre que quand on diminue ce déficit public, non seulement on n'augmente pas le chômage, mais on crée des emplois. Contrairement à une idée généralement acquise en France, que quand on diminue les déficits publics, cela augmente le chômage. Changement de décor à York, sommet des 15 ministres des Finances. En guise d'interlude, les Britanniques ont organisé une visite du musée local. Ici, on préfère s'enorgueillir des toutes premières pièces frappées par les Vikings, plutôt que d'envisager les conséquences d'un refus de l'euro. Il y a 17 millions de citoyens britanniques qui viennent tous les ans sur le continent. Eh bien, en 2002, ce seront les seuls qui en définitive devront courir quand ils viendront sur le continent après une banque pour pouvoir changer leur monnaie. Je crois que ça se passe de commentaires. Dehors, les manifestants sont pourtant bien décidés quand même à faire entendre leurs commentaires anti-européens. Pour le breton persévérant, il reste encore quelques personnes à convaincre. Yves Thibault de Silguy qui sera l'invité de Marie-Pierre Farkas demain dans les 4 vérités à 7h50. La société automobile Peugeot-Citroën a présenté aujourd'hui ses comptes, même si les ventes ont atteint un chiffre record l'an dernier, 2 100 000 véhicules vendus pour la dernière année de présidence de Jacques Calvet. L'entreprise affiche un déficit de 2,8 milliards.
En janvier 93, un camion-citerne dont les freins avaient lâché avait provoqué un carambolage près de Bourgoin-Jallieu dans l'Isère. Plusieurs véhicules s'étaient embrasés, une maison avait pris feu. Au total, 10 morts, dont le chauffeur du poids lourd. Aujourd'hui, dans le box des accusés, 6 personnes, le patron de l'entreprise de poids lourd et les collègues du chauffeur qui devront s'expliquer sur l'état du véhicule. Thierry Curtet, Jacques Garniche. Elles sont blotties comme prostrées. Le pardon des familles n'est pas possible, l'oubli encore moins. On leur a volé 10 vies, comme ça, par accident. L'expert à la barre ne fait pas dans le détail. L'ensemble du système de freinage de la remorque était délabré, martèlera-t-il. Ou encore, les freins ne fonctionnaient qu'à 30% de leur capacité. Même si le temps a passé, les familles n'acceptent pas. Ça aurait pas dû arriver, tout. On a quand même perdu 6 membres de notre famille dans cet accident. Ça fait 5 ans que j'attends ce moment. Mon fils est mort dans des conditions horribles. Le bras gauche coincé sous la cabine de son camion. On a attendu 25 minutes les secours. Le poids lourd a broyé 10 véhicules. La mât de ferraille s'est instantanément embrasée au milieu du village des Éparts. Le véhicule avait pourtant entamé sa descente à très faible vitesse. Mais 2 km plus bas, il était à plus de 100 km/h. C'est quelque chose qui est gravé, on peut pas y oublier. Hein. C'était quelque chose c'était effroyable. Il n'y a pas de qualificatif. Tellement c'était... Un village meurtri. Aujourd'hui, la signalisation restreint le trafic. Le nombre de poids lourds a diminué de 50%, estiment les habitants. Mais certains chauffeurs routiers n'hésitent pas à braver les interdictions. Un détenu accuse la police française de lui avoir infligé de graves sévices pendant sa garde à vue dans un commissariat à Bobigny, en région parisienne. Son cas a été porté devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le plaignant, qui a la double nationalité hollandaise et marocaine, purge actuellement une peine de 13 ans de prison pour trafic de drogue. Un gendarme de 41 ans a été tué hier soir dans la commune de Luçan, dans le Gard. Un de ses collègues grièvement blessé. Les 2 hommes ont été victimes d'un échange de tirs avec un marginal qui lui-même a été sérieusement blessé au cours de l'échange. En partenariat avec le magazine Le Nouvel Observateur, le banc d'essai des lycées français à paraître demain. 2234 établissements d'enseignement général ou technique, privés, publics. Parmi eux, nous avons choisi 3 lycées qui ont été remarqués. 2 à Paris, 1 en province. Enquête Jean-Bernard Schmitt, Jean-Louis Melin. Carnot, Louis le Grand, Fénelon, Victor Duruy ou Montaigne, derrière ces façades de lycées se fabrique l'élite. Ces établissements ont chaque année presque 100% de réussite au bac, mais ici ça ne suffit pas. Ce qui compte, c'est le nombre très élevé de mentions. Le plus prestigieux de tous, le lycée Henri IV, dans le 5e arrondissement de Paris. Comme chaque fois, il figure en tête du palmarès, un classement qui prend en compte le taux de réussite à l'examen et la capacité d'un lycée à amener ses élèves de la seconde au bac. Mais à Henri IV, on ne prend sur dossier que les meilleurs et les exigences sont toujours fortes. On a plus de chances de réussir, mais on a aussi plus de chances de se planter. Donc, parce que dans un lycée moins dur, on est plus sûr d'avoir un meilleur niveau, quoi, obligatoirement. Ici, la sélection est une tradition que l'on assume pleinement, car elle se fonde uniquement sur la qualité des élèves. Je trouve que cette sélection est une bonne chose, comme la sélection des classes préparatoires est une bonne chose. Je pense que nous sommes un certain nombre, s'il n'y avait pas eu les concours et s'il n'y avait pas eu de place, étant donné nos origines sociales, à ne pas arriver à certains postes de responsabilité. Le palmarès des lycées, Pierre Centraux, lui, ne veut pas en entendre parler. Il dirige le lycée Molière, le moins bien coté des établissements du 16e arrondissement. 78% de réussite au bac, un lycée ordinaire, alors que ses voisins de quartier sont excellents. Selon lui, les classements créent avant tout un climat de rivalité entre les établissements. Et ça entretient dès le départ un système sélectif de concurrence à l'intérieur de l'établissement, à l'intérieur des classes, pour des élèves de 15-16 ans. C'est trop jeune, ce n'est pas l'objet. Qu'au niveau des classes préparatoires, il y a une concurrence, c'est normal, puisqu'on prépare des concours. Au niveau de la classe de seconde, ce n'est pas normal. Le baccalauréat, que je sache, n'est pas un concours. Et là, tu fais écrire ça, lis ce que tu as écrit. Dans cette salle, 15 élèves approfondissent leurs cours de maths. Comme chaque semaine, les secondes du lycée de Montmorillon près de Poitiers sont divisées en petits groupes, ce qui permet aux professeurs de se pencher sur chaque cas. C'est l'une des clés de la réussite de cet établissement. Démonstration.
Cette courbe représente l'évolution du pourcentage de reçus au baccalauréat depuis 1992. Et on peut constater que les pourcentages sont passés de 66% à 80%. Sélection, concurrence, des mots inconnus dans cet établissement. Situé en zone rurale, le lycée de Montmorillon accueille des enfants d'ouvriers et d'employés. Il figure en bonne place dans le palmarès parce qu'il joue à fond son rôle d'ascenseur social. Ici, l'échec scolaire n'est jamais une fatalité. L'objectif est de mener les élèves de seconde au baccalauréat, que ce soit en 3, 4 ou 5 ans. Notre objectif est également d'accepter tous les élèves, soit de Montmorillon, soit des environs, soit même des élèves qui ont des difficultés dans d'autres lycées, pour le faire obtenir le baccalauréat. Un foyer tout neuf, de très nombreux voyages à l'étranger. Au lycée Jean Moulin, on veille aussi au cadre de vie et à l'ouverture sur l'extérieur. Des éléments essentiels qu'aucun palmarès ne prend en compte. Je reviens un instant sur le problème des présidences de conseil régional où les présidents UDF ont été élus grâce aux voix du Front National. Première démission ce soir, celle de M. Jean-Pierre Soisson, président de la région Bourgogne, qui a annoncé qu'il démissionnait de la présidence de région, mais qu'il allait se représenter dans d'autres conditions. L'actualité internationale, le drame hier dans une petite ville de l'Arkansas aux États-Unis. 2 garçons de 12 et 13 ans ont planifié et exécuté avec des armes un massacre dans une école qui a fait 5 morts parmi les élèves et 10 blessés. Parmi les explications avancées, une réprimande mal acceptée dans les jours précédant l'affaire ou encore un problème de cœur. Ce drame intervient au moment où les Américains ont pris connaissance d'une statistique sur la violence dans le milieu scolaire qui a connu une très forte augmentation l'an dernier. Washington, Philippe Gasson. Parents et élèves ont veillé une partie de la nuit devant l'école de Jonesboro. C'est la stupeur. Le pays est choqué comme cet enfant, blessé, qui a vu sa vie basculer. Je ne veux plus sortir et retourner dans cette école. J'ai peur. L'Amérique est fatiguée de voir régulièrement un drapeau en berne devant une école. Et les grands moyens utilisés ne changent rien. Les établissements scolaires sont devenus le précaré des bandes et des gangs. Il faut se rendre à l'évidence, l'école est le reflet de la ville, de la rue. Et si le crime régresse chez les adultes, il est souvent en augmentation, très sensible chez les jeunes, même les très très jeunes. Selon une enquête commandée par la Maison-Blanche, une école sur 10 a été le cadre de graves violences l'année dernière. Les jeunes, dans un environnement où il y a de la violence partout, créent le même phénomène avec les autres jeunes. Si vous ajoutez à cela la violence dans les médias, cela n'est peut-être pas la cause de tout, mais ça peut pousser les personnes prédisposées. Enfin, évidemment, l'accès aux armes n'arrange rien. Afin de juguler la violence, le président a conseillé entre autres le port de l'uniforme pour éviter les différences. Les enseignants sont pour. S'il n'y a pas de surenchère à propos des meilleures chaussures, des meilleurs ci, des meilleurs ça peut sauver une vie. Il ne faut pas oublier qu'en Amérique, la violence est renforcée par les armes à feu. La police en saisit tous les jours. On peut facilement s'en procurer. La peine pour port d'armes est de 5 ans, pas assez dissuasive. Le rapport commandé par le président Clinton indique qu'il y aurait eu l'an dernier 4000 viols ou agressions sexuelles dans les écoles et 11 000 attaques à main armée. À Bonn, le groupe de contact des pays européens a accordé à la Serbie un délai de 4 semaines avant de prendre des sanctions supplémentaires. Un répit pour engager des négociations avec la majorité albanaise de la province du Kosovo. Sur le terrain, maintenant, eh bien, les affrontements continuent de faire des morts, selon une formule malheureusement bien établie désormais, manifestation, répression policière. Reportage Laurent Boussier, Jacques Le Garec. Ils sont venus ce matin par petits groupes pour voir les dégâts. Des hommes uniquement, les femmes ont encore trop peur. Certains sont venus des villages voisins en simple curieux, d'autres pour emporter ceux qui peut être encore sauvés de leur maison détruite. Nous sommes à Glokchan, le village où s'est concentré hier l'assaut de la police serbe après que ceux qu'ils appellent les terroristes albanais aient tué un de leurs collègues. Partout, les traces de combat sont encore visibles. Des trucs comme ça, il y en a partout autour d'ici. Certaines maisons détruites brûlent encore. Cet homme nous raconte que l'attaque a commencé à 11 h. Au début, il était là, mais il a réussi à fuir avec sa famille. Il nous dit aussi qu'il ne comprend pas pourquoi la police s'est acharnée sur sa maison.
La plupart des habitants ne sont pas encore revenus et ce matin à Pristina, les policiers ont tenu à montrer à la presse les armes qui les auraient saisies dans les maisons investies. Au même instant, dans les rues de la ville, une manifestation de femmes dénonçait la violence et en appelait à la communauté internationale. Provocation côté albanais, répression violente côté serbe, manifestation dans les rues de Pristina, le cycle de la violence s'est donc répété une fois de plus hier au Kosovo. Aujourd'hui, si la tension est légèrement retombée dans les villages qui ont subi l'assaut des forces de police, ce calme n'est évidemment qu'apparent. Retour en France avec le Salon du Livre qui ferme ses portes ce soir. Chaque année, des enfants particulièrement méritants y sont invités par le magazine Je Bouquine, qui organise un concours dans tous les établissements scolaires de France. Au départ, un début de scénario présenté par un écrivain célèbre, aux enfants ensuite d'écrire le livre. Les gagnants cette année, une classe de 6e d'Agen qui prouve que les petits Français s'intéressent à la lecture. Reportage Geneviève Moll, Alain Dubas. Ils sont arrivés d'Agen en TGV. Certains prenaient ce train pour la première fois et allaient découvrir Paris. Mais tous avaient les cheveux fluo, même leur prof de français. Dans leur collège Joseph Chaumier, à Agen, les 24 élèves de la 6e 5 ont travaillé pendant des semaines sur le texte d'un auteur très connu des enfants, Daniel Pénac. Pénac raconte la rentrée d'une classe de maths dans laquelle le prof dit qu'il retient le nom de ses élèves en les classant par groupe. Les grands, les petits, les blonds, les bruns. Mais l'un d'entre eux n'entre dans aucune de ces catégories. Il sera l'élève qui a perdu son nom. Les enfants de la 6e 5 ont refusé en bloc de suivre le texte de Pénac. Il ne devait pas appliquer cette théorie aux élèves. Aux humains? Oui, voilà, aux humains. On est dans un ensemble nous aussi et pourtant on est tous différents, quelque chose qui cloche. Quelle est votre différence? C'est pas parce qu'on est tous pareils qu'on n'est pas différents. De cette histoire écrite par toute la classe, chacun a fait son propre livre, avec une couverture bien à soi. Tout le monde a sa façon à participer, chacun avec sa personnalité, je crois, et le texte est vraiment un reflet de cette classe qui est comme un puzzle mais unifié, terminé. Grâce à ce travail, les élèves de la 6e 5 du collège d'Agen ont vu la Tour Eiffel et rencontré Daniel Pénac. Et au café littéraire de la FNAC, au Salon du Livre, leur texte a même été lu par un comédien. Tous des nouveaux, a conclu Camus. Le lendemain matin, en cours de maths, Monsieur Arène a vu débouler dans sa classe une troupe de clones, cheveux roses fluo, chaussures de clown et gonflés comme des bibins d'hommes. Il y a une vie et une ironie dedans que j'ai bien aimé. C'est étonnant de voir ces enfants comme ils ont une vision des choses et du monde assez bien structurée dans leur tête. Alors bravo! Ils ont gagné 6 000 francs de bons d'achat, mais surtout, leur texte va être publié. De quoi faire naître, à n'en pas douter, des vocations littéraires. Match de préparation pour la Coupe du Monde de football. Cet après-midi, la France a mal commencé son match contre la Russie. Erreur de dégagement du gardien messin Lionel Letizy et reprise de l'avant-centre russe Yuran. Pendant tout le reste de la rencontre, eh bien, les Français qui n'ont pas réalisé une très bonne performance n'ont pas réussi à rejoindre les Russes à la marque. Donc 1-0 pour les Russes sur une erreur de dégagement du gardien de but français. Et puis ce soir, en direct sur France 2, la rencontre des deux favoris de la prochaine Coupe du Monde, l'Allemagne, championne d'Europe, contre le Brésil, le champion du monde. Florent Gautreau, Philippe Deslandes. Les joueurs ne sont pas encore sur le terrain, mais lui est déjà en direct depuis 10 minutes sur une radio brésilienne. 1 millier de supporters, 400 reporters, partout où le Brésil passe, la magie opère et les affaires prospèrent. Les demi-dieux en survêtement ne bougent pas une oreille sans l'accord de leur sponsor américain et l'entraînement a lieu sous haute sécurité. Heureusement, il reste le terrain, les artistes et leur prodigieuse habileté. Il y a un charme brésilien, mais aujourd'hui on a besoin encore plus que ça. Aujourd'hui les gens ils n'attendent pas qu'il y ait le charme, la magie, mais aussi l'efficacité. C'est ça qu'il faut essayer de trouver.
Entre charme et efficacité, entre spectacle et rigueur, le Brésil cherche son équilibre. Pour calmer les supporters mécontents des derniers matchs de la sélection, on a même rappelé Zico, l'ancien joueur, au poste d'entraîneur adjoint. Zico sur le banc, Ronaldo sur le terrain. Les artistes associés ont pour première mission de battre l'Allemagne. Le choc Allemagne-Brésil aura donc lieu ici au Gottlieb Daimler Stadion de Stuttgart. C'est une opposition royale entre le dernier champion d'Europe, l'Allemagne, et le champion du monde en titre, le Brésil. C'est aussi l'opposition de deux prochains favoris pour le mondial en France. Et au mois de juin prochain, à Paris, en marge de la compétition officielle, se déroulera une autre Coupe du monde de football, celle des banlieues. 4 équipes de jeunes ont été sélectionnées. Elles viendront du Mexique, d'Afrique du Sud, du Brésil. Au Brésil, pays où le football, vous le savez, est roi, ce sport est la base d'un système d'insertion des jeunes en difficulté. C'est le héros national, Pelé, en personne, qui a lancé ce programme. Reportage, Olivier Lenouza, Raymond Chaplin. Quelque part au Brésil, un enfant pauvre rêve de s'évader. Dans sa chambre, il imagine un voyage impossible. Un voyage en Europe, en France, pour participer à la Coupe du Monde. Le football, la clé du voyage, la clé du rêve. J'aime le football. C'est agréable. C'est bon pour la santé. C'est une façon de vivre qui peut m'amener à être connu, à réussir, comme tous les footballeurs bahianais qui sont devenus professionnels. José, 14 ans, vit avec sa maman dans une petite maison de Feira de Santana. Feira de Santana, une ville, une banlieue de 500 000 habitants, perdue à 100 km de Salvador, de Bahia. Des milliers d'enfants qui s'amusent avec la vie, qui jouent avec l'ennui. Des enfants aux prises avec la délinquance, en proie à des problèmes d'éducation. Leur seul oasis, un centre qui accueille 4500 jeunes. Bonjour à tous. Comme vous le savez, nous sommes en période de préparation. Aujourd'hui, au programme, travail technique et physique. Nous allons participer à la Coupe du Monde. Nous devons le faire avec respect et humilité. La Coupe du Monde des banlieues pour une quinzaine de footballeurs âgés de moins de 15 ans, issus de milieux défavorisés. Ma vie était très difficile. Mon père était au chômage. Pour vivre, il vendait du pain qu'il fabriquait à la maison. Un jour, j'ai été invité à participer à ce projet. Le projet Sport Solidarité. Créé il y a 2 ans par l'ancien footballeur Pelé, ce programme est établi dans 20 États du Brésil. L'objectif, permettre à des enfants de retrouver une place dans la société par le biais du football. Les Brésiliens, des artistes qui dansent avec un ballon imaginaire et qui s'entraînent comme des virtuoses. Ma vie a changé. Aujourd'hui, je fréquente des gens corrects, droits, qui ne m'amènent plus de problèmes. Aujourd'hui, le moral est bon. Avant, à l'école, j'avais de mauvaises notes. Maintenant, je travaille, je m'assois au premier rang et je suis toujours le premier. Le sentier de la gloire. 4 heures de football le matin, école l'après-midi, travaux d'utilité collective le soir. Les enfants cultivent eux-mêmes une partie de leur nourriture. Le sport dans notre centre est un outil socio-éducatif. Nous souhaitons que tous les jeunes réussissent leur vie future et qu'ils retrouvent une haute estime d'eux-mêmes. La journée terminée en musique, la majorité des enfants retournent chez eux. Les plus pauvres dorment au centre. Ma famille n'avait pas les moyens de m'élever. Alors ma tante est allée voir un inspecteur de police qui m'a amené ici. Imiter les idoles. En novembre dernier, à Rio, les gamins de Feira de Santana se sont pris pour des champions. Tournoi de qualification à la Coupe du Monde, victoire en finale 1-0, le trophée remis par Pelé, le rêve devenu réalité. Les apprentis footballeurs ont donc trouvé la clé du voyage. En juillet prochain, ils iront en France. Avec la foi en Dieu, on peut gagner la coupe. Mais l'essentiel est ailleurs. Des enfants défavorisés par la vie ont peut-être retrouvé un espoir rond comme un ballon. Le rappel du principal titre de l'actualité de ce mercredi, la première démission d'un président de conseil général UDF, Jean-Pierre Soisson, qui avait été
élu en Bourgogne grâce aux voix du Front National. Il démissionne ce soir, mais va se représenter au nom de l'opposition. Quant à François Bayrou, il veut créer un nouveau parti en remplacement de l'UDF qui a été durement chahuté pendant toute la durée de ces élections aux présidences de conseils régionaux. Dans un instant, la météo, Sophie Davant, que vous retrouvez désormais tous les jours avant le journal, je vous le rappelle. 20h50, football, Allemagne-Brésil, commenté par Pierre Sled. Quant à moi, je vous retrouverai demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, à demain.